Nous avons énormément de chance. Les gentils ont gagné presque toutes les guerres et les gendarmes du monde continuent de lutter ardemment sur l'ensemble du territoire pour l'application et le maintien de la démocratie. Cette chance, elle n'est pas tombée du ciel. Elle a été rendue possible notamment par les actions toujours plus altruistes et bienveillantes de la CIA pour faire triompher les forces de la lumière sur Terre contre l'obscurantisme des dictatures socialistes, voire pire, pétrolières. C'est pourquoi aujourd'hui nous mettons à l'honneur ces travailleurs de l'ombre, acharnés de la Central Intelligence Agency, l'agence de renseignement la plus connue du monde, et nous partons sur un top 5 des pires coups de la CIA. On commence avec du très fort parce qu'on va parler de la fois où la CIA a favorisé l'accession au pouvoir d'un dictateur narcotrafiquant ayant la main sur un empire de la cocaïne pour finalement le faire sauter de son poste de manière spectaculaire quelques années plus tard. Cette histoire, c'est celle de Manuel Noriega. Manuel est né dans un environnement très précaire. Il est né dans un des quartiers les plus pauvres du Panama City dans les années 30 et sans figure paternelle stable. Cependant, il est excellent à l'école et c'est pourquoi il obtiendra une bourse qui lui permettra d'aller étudier à ses 18 ans à Lima, au Pérou. C'est donc à Lima, à l'école militaire de Chorrillos, que Manuel se fait approcher pour la première fois par la CIA. Le Pérou, au début des années 60, est au cœur des enjeux stratégiques des États-Unis en Amérique latine et Manuel Noriega devient un puissant informateur. À côté de cela, il formera ses premières alliances qui lui permettront de grimper les échelons militaires de l'armée panaméenne à son retour. Plusieurs facteurs expliquent son ascension fulgurante. D'abord, il est bon, il est malin, c'est indéniable. Mais son ascension est aussi étroitement liée avec sa proximité avec Omar Torrijos, qui n'est pas le président officiel du Panama, mais qui détient bien le pouvoir de facto avec le soutien de la CIA. Et en parlant de la CIA, elle protège aussi fortement Noriega, qui continue de donner à la CIA des informations vitales, facilitant l'ingérence des États-Unis dans les pays latino-américains voisins. Cette collaboration avec la CIA permet donc à Noriega de consolider sa position au Panama et en même temps d'influencer les politiques régionales en faveur des États-Unis. Mais ça devient intéressant quand on regarde le double jeu que joue Manuel pendant tout ce temps. À côté des renseignements et à côté de son rôle dans l'armée, il est un facteur crucial dans l'économie des narcotrafics au Panama et notamment le trafic de cocaïne. Et tout ça, la CIA le sait très bien, mais elle ferme volontairement les yeux. Manuel Noriega est bien trop important pour s'occuper de tels petits détails. D'ailleurs, après la mort de Torrijos dans un mystérieux accident d'avion en 1981, Noriega, à qui on imputera la responsabilité de ce décès, devient l'homme fort du Panama. C'est maintenant lui qui gère de facto le pays. Il le gère politiquement, bien sûr, mais aussi par le biais de l'énorme réseau de narcotrafic qu'il s'est constitué au fur et à mesure des années. Mais tout ça commence à devenir trop gênant. Au début des années 80, la presse internationale commence à dénoncer le double jeu des États-Unis, qui ont mis au pouvoir un dictateur narcotrafiquant, alors même que Reagan vient de lancer le plan Reagan qui fait la guerre aux drogues. Les relations avec la CIA se dégradent alors. Noriega n'est plus l'atout qu'il était. D'ailleurs, même au sein de son propre pays, il peine à maintenir la stabilité politique. C'en est trop pour les États-Unis qui décident d'agir. En décembre 1989, après des mois de tensions croissantes, les États-Unis décident de lancer le plan Just Cause. C'est une invasion militaire du Panama. Le prétexte officiel de cette opération est de protéger la vie des Américains vivant au Panama, de combattre le trafic de drogue, évidemment protéger la démocratie, et surtout capturer Noriega pour le ramener aux États-Unis, faire face aux accusations de trafic de drogue. General Noriega's reckless threats and attacks upon Americans in Panama created an imminent danger, and that is why I directed our armed forces to protect the lives of American citizens in Panama and to bring General Noriega to justice in the United States. Après plusieurs jours de combat, Noriega se réfugie à l'ambassade du Vatican à Panama City. Il s'y barricade et il est indélogeable. Les Américains se posent alors une question, et vous allez peut-être pouvoir y répondre. Comment faire sortir, sans tout faire exploser, d'une ambassade, un narcotrafiquant qui s'y est barricadé ? Une guerre psychologique est alors lancée, évidemment, et les États-Unis vont trouver une réponse plutôt marrante. En fait, ils vont balancer du rock'n'roll sur l'ambassade pendant 10 jours non-stop. Il y aura notamment Metallica, Guns N' Roses et beaucoup The Clash. Et je pense que Manuel Noriega n'était pas un énorme adepte du Hellfest à l'époque, puisqu'au bout de 11 jours de rock intense, il n'en peut plus et décide de sortir. Peut-être qu'il était à bout de bière. Mais peu importe les goûts musicaux de Noriega, il sera capturé, transféré aux États-Unis où il sera jugé pour trafic de drogue, racket, blanchiment d'argent, et après avoir purgé un bout de sa peine en 2010, il sera extradé en France où il sera jugé pour d'autres crimes encore. Mais en France, il fait face à divers soucis de santé, donc il sera rapatrié au Panama où il passera la fin de sa vie dans une prison spécialisée. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant tout ce temps, Noriega défendait mordicus que la CIA savait très bien tout ce qui se passait au Panama. Lors de son incarcération, il dira: tout ce qui a été fait par la République du Panama alors que j'étais au pouvoir était su. Le Panama était un livre ouvert. Pour le deuxième sujet, j'ai envie de parler d'un fait qui est un tantinet plus léger que les 3 autres histoires très sombres qu'on verra par la suite.
C'est pourquoi, avant de se lancer dans le bain sanguinaire des 3 autres faits de la fin de la vidéo, on va parler de l'opération Acoustic Kitty, qui est à mon sens hilarante. Pendant 5 ans, la CIA a mené un projet top secret. L'objectif était très simple, faire d'un chat un espion. Tout ce qu'il fallait faire, c'était le dresser à aller à un endroit tout en portant un système portable d'écoute invisible et qui permettrait de retransmettre les communications. Mais quiconque a déjà vu un chat savait que cette mission était vouée à l'échec. Même vous, je suis sûr que derrière votre écran, vous savez que dresser un chat, c'est peine perdue. Mais il n'y a pas un seul agent de toute la CIA qui s'est dit que c'était une mauvaise idée. Non, ils ont passé 5 ans et investi 20 millions de dollars du contribuable à insérer un micro et une antenne dans ce pauvre chat. Le micro allait dans l'oreille et l'antenne le long de la colonne vertébrale. 5 ans de travail acharné sur ce qui semble être un profond mépris de l'homme envers l'ordre naturel. Mais à la fin de ces 5 années, le chat était enfin prêt. On tenait enfin l'espion ultime qui a passé la majorité de sa vie dans la salle du temps à s'entraîner. Et s'il y a bien une chose que les shonen m'ont appris, c'est que l'entraînement paye toujours. Enfin, on tenait l'avantage concurrentiel qui allait permettre aux États-Unis de gagner la guerre froide face à l'URSS. La mission du chat était extrêmement simple. Sortir du camion, marcher 5-10 mètres pour aller voir 2 dignitaires russes et écouter et retransmettre leur communication. Tout est facile, le plan était rodé. Le chat sort du camion, il se fait écraser. Il se fait écraser sur les 5 mètres. À peine sorti du camion, paf le chat. Et le pire, c'est que c'est même pas une blague. C'est comme ça que se sont terminés les 5 ans de travail acharné et les 20 millions d'investissements américains. Heureusement, on peut lire sur le rapport officiel de la CIA, qui a été déclassifié, que le projet est en soi une avancée scientifique remarquable. À partir de là, je préfère prévenir, ce sera beaucoup plus sombre. Mais avant qu'on ne parle de nazis et de prisonniers drogués contre leur insu au LSD, on va parler de l'opération PB Success, dans lequel les États-Unis ont destitué un gouvernement entier pour vendre plus de bananes. Bravo, bien dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Paix sur terre et laissez-moi des bananes. Je vous explique. En 1889 est fondée la United Fruit Company, qui vend, je vous donne en 1000, des fruits. Son fonctionnement est assez simple, elle exploite des milliers de travailleurs au Honduras, au Venezuela, au Guatemala, pour produire des fruits qui sont revendus derrière sur le territoire américain. Évidemment, les conditions dans lesquelles vivaient les travailleurs étaient proches de l'esclavage, mais ça ne suffisait pas. Petit à petit, United Fruit Company prend possession des infrastructures clés des pays pour réduire les coûts. Parce qu'en effet, si vous possédez les ports, les chemins de fer, tous les systèmes de communication, les champs et les travailleurs, vous n'aurez plus grand chose à payer à quiconque. La rentabilité va être bien haute, vous serez le roi des bananes. Et c'est comme ça que ça se passe pendant un petit temps. Mais en 1952, Jacobo Arbenz devient le président du Guatemala et très vite il veut lancer une réforme agraire pour redistribuer les terres non cultivées aux paysans qui n'avaient pas de terre. Évidemment, la United Fruit Company est la première impactée. À l'époque, 2% des propriétaires terriens détenaient 72% des terres. Mais il y a un petit détail. En 1953, le président de la CIA, c'est Allen Dulles. Et retenez bien son nom parce qu'on va parler à partir de maintenant très souvent de lui. Avant le poste à la CIA, Allen travaillait chez Sullivan et Cromwell. Et écoutez bien, c'est le cabinet juridique qui s'occupait de défendre les intérêts de la United Fruit Company, et ce, surtout en Amérique latine. Comme c'est bizarre. Mais ce n'est pas tout. Son frère, John Foster Dulles, avait aussi travaillé dans ce cabinet et les deux sont des actionnaires très importants de la société. Donc vous imaginez bien que les réformes de Jacobo Arbenz n'ont pas trop plu à la CIA. Directement, elle réplique. En 1954, elle lance l'opération PB Success. L'objectif est simple, destituer le gouvernement d'Arbenz, qui représente une menace communiste à cause des méchantes réformes socialistes qu'il est en train de mettre en place, et ce, par le biais d'un coup d'État qui va être soutenu financièrement et logistiquement par les États-Unis. Évidemment, avec un tel soutien, le coup d'État va marcher, et le gouvernement de Jacobo va tomber. Et son gouvernement, malheureusement, va être remplacé par une dictature militaire extrêmement brutale. Et ce genre de manipulation va derrière donner le terme de république bananière, des pays dont la politique est gérée par des intérêts étrangers. Les décennies suivantes ont donc été marquées par un régime extrêmement brutal, soutenu par les États-Unis, et qui ont utilisé des répressions ultra-violentes pour maintenir le pouvoir. Des escadrons de la mort, souvent composés de forces de sécurité de l'État, ont été utilisés pour éliminer les opposants politiques, les activistes et toute forme de résistance. Cette période a été également caractérisée par une guerre civile prolongée entre le gouvernement et quelques groupes de guérilla, et elle a résulté en des dizaines de milliers de morts et de disparus, principalement auprès des populations autochtones.
Et écoutez bien, la Commission pour la clarification historique a documenté de vastes violations du droit humain, notamment des actes de génocide envers les populations mayas, et a attribué la majorité de ces actes au gouvernement et aux forces militaires guatémaltèques. Le conflit et ses séquelles ont donc laissé, vous l'imaginez bien, des cicatrices très profondes dans la société guatémaltèque, avec des impacts persistants sur la politique, la société et la culture du pays. Avant de continuer la vidéo sur du très très lourd, j'aimerais vous demander à vous derrière votre écran si vous passez un bon moment, si vous avez appris quelque chose, parce que c'est la première vidéo que je fais sur YouTube de ce long format. Moi personnellement, je prends beaucoup de plaisir à la faire, je trouve ça très intéressant, mais vos retours sont toujours les bienvenus parce qu'ils sont souvent très perspicaces. Du moins, ils l'ont été sur les formats courts. Merci beaucoup, je referme la parenthèse. Pour le quatrième sujet, du coup, sans transition, on va parler nazi et comment la CIA a protégé des hommes au passé indéfendable. Alors que la Seconde Guerre mondiale vient de se terminer, les Américains se posent une question cruciale. Que faire de l'énorme quantité de savoir accumulée par les Allemands pendant cette période? Il est vrai que les Allemands pendant la guerre, motivés par un effort de guerre démentiel et bénéficiant de grandes ressources matérielles et humaines, notamment par le biais des camps de concentration, ont fait de grandes découvertes en médecine, armement, aviation, nucléaire, renseignement et j'en passe, et des meilleurs. Seulement, ces découvertes se sont faites à des prix éthiques exorbitants, puisque souvent sur des prisonniers non consentants et avec aucun respect pour les conditions de vie humaines. Regardons Hermann Baker-Freising par exemple. C'était un médecin allemand spécialiste en aéronaval. Pendant la guerre, il a utilisé des prisonniers pour tester les effets de l'altitude et du manque d'oxygène sur le corps humain. Je vous laisse imaginer les conditions dans lesquelles ont été réalisés ces différents tests. Et son cas n'est pas isolé. Au sortir de la guerre, des milliers de scientifiques nazis, souvent criminels de guerre, doivent être jugés pour leurs faits, mais bénéficient d'un savoir monumental. La question se pose alors, que faire d'eux? Si cette question est si cruciale, c'est parce que le savoir qu'ils détiennent pourrait faire basculer la guerre froide d'un côté ou de l'autre. Et c'est pour ça que je pense l'hésitation n'a pas été très longue, puisque dès 1945 est lancée l'opération Overcast, qui deviendra plus tard l'opération Paperclip, qui permettra de recruter aux États-Unis plus de 1600 scientifiques nazis. Et là, vous allez me dire, mais Simon, la CIA n'est pas encore fondée à cette époque? Et vous avez raison, l'opération Overcast a été lancée par les renseignements américains en général, pas seulement par la CIA qui a été fondée en 1947. Mais on pourrait parler quand même de l'opération Sunrise, qui a été lancée en 1945 et lors de laquelle Alan Dulles, vous vous souvenez, celui qui deviendra plus tard le président de la CIA, et Karl Wolff, le général SS et chef des forces SS en Italie, ont signé un contrat qui permettait à Wolff de ne pas être jugé pour ses crimes s'il se rendait directement. Mais on n'en parlera pas parce que l'opération est très complexe déjà et parce qu'on doit se concentrer sur la CIA, mais ça donne un peu le ton. La CIA est donc créée en 1947, vous aviez raison, dans une large mesure pour consolider l'effort américain contre l'expansion soviétique. Et c'est dans ce contexte et pour cet objectif que je dois absolument vous parler de Reinhard Gehlen. Reinhard est allemand et en 1920, il rejoint l'armée. Dans les années 30, il est promu capitaine du Troisième Reich. En 40, il est promu major et en 41, alors que la guerre fait rage, il est promu lieutenant-colonel. Un beau grade. Gehlen va alors participer au combat sanglant du front de l'Est. Il est talentueux, il est énergétique et il est doté d'une bonne volonté, ce qui lui vaudra d'être promu au grade de officier supérieur du renseignement au sein de l'état-major général allemand concernant le front russe. Et ce grade et cet intitulé seront très importants pour la suite. La guerre se passe et en décembre 1944, Gehlen est général de division. Sa mission est simple, il doit collecter autant d'informations que possible sur l'ennemi soviétique et étudier leur tactique de bataille. Quelques mois plus tard, les armées soviétiques et américaines convergent sur Berlin. Le Troisième Reich va bientôt s'effondrer, ce n'est plus qu'une question de jours. À ce moment, un grand nombre de hauts officiers allemands, y compris Gehlen évidemment, comprennent que le temps a tourné et qu'il va falloir qu'ils signent eux-mêmes leurs accords avec les futurs vainqueurs. Gehlen se demande alors évidemment ce qu'il a à offrir à ces futurs vainqueurs. Et la réponse est très simple, c'est ces années passées à collecter des informations sur l'ennemi soviétique. Et toutes ces informations et ces dossiers, il les a soigneusement cachés en Bavière dans des grands fûts enterrés sous le sol. Et il a tellement passé de temps à analyser les soviétiques qu'il a conscience de leur puissance et il comprend que dès que la guerre sera finie, ce seront eux que les Américains auront à l'œil. Il pressent du coup les tensions à venir et il décide dès la fin de la guerre, en 1945, de se rendre au CIC. Pas la banque évidemment, mais le Counter Intelligence Corps, l'agence de contre-espionnage américaine qui avait une branche en Bavière. Là, il va subir un interrogatoire très intensif et il va régaler les Américains d'informations vitales.
Les Américains sont impressionnés des connaissances qu'a Gelen de l'armée soviétique et des conditions politiques russes. Il leur explique que Staline n'a aucune intention de céder la Pologne aux Occidentaux et que la Hongrie, la Bulgarie, la Tchécoslovaquie et la Roumanie resteraient sous l'orbite russe. Encore une fois, les Américains sont impressionnés. Gelen joue alors les cartes qu'il a à jouer et il leur propose de transmettre l'intégralité des informations qu'il a collectées sur les Russes en échange de sa liberté et de celle de plusieurs de ses gars. Malgré l'interdiction d'Eisenhower de s'associer avec des dignitaires SS, tout le gratin du renseignement américain, y compris Allen Dulles, trouve cette opportunité beaucoup trop alléchante. C'est pourquoi, en 1945, Gelen et 3 de ses plus fiers coéquipiers prennent un vol direction Washington DC. Là, ils vont être directement transférés à Fort Hunt, où ils vont créer une organisation allemande clandestine de renseignement spécialement conçue pour observer les soviétiques. Cette agence va être indépendante, mais financée par les États-Unis jusqu'à ce que soit créé un État indépendant allemand. Et c'est comme ça qu'est née l'organisation Gelen, la Gelen Organization. Avec 350 Allemands, ils partent pour Munich, créent une société fictive et recrutent 4000 espions, qu'on appellera les V-Men. Parmi eux, le gratin de tous ceux qui ont commis les pires atrocités pendant la Seconde Guerre mondiale. On y retrouve Alois Brummer, l'assistant le plus fiable de Eichmann, l'architecte de la solution finale, et quelqu'un que toute la France déteste du plus profond de son âme, j'ai nommé Klaus Barbie, le boucher de Lyon, celui qui a torturé et exécuté Jean Moulin en 1943. Un journal allemand, le Frankfurter Rundschau, dira de ces hommes qu'il semblait que l'élite d'Himmler avait des retrouvailles joyeuses. Et quel rapport avec la CIA ? C'est encore une bonne réflexion. Eh bien, tous ces joyeux lurons n'étaient autres qu'à partir de 1947, les yeux de la CIA qui pouvaient opérer en Allemagne de l'Est, un endroit où aucun Américain, ou presque, ne pouvait mettre les pieds. Et quand un journal allemand parle des joyeuses retrouvailles d'Himmler, vous pouvez être sûr que la CIA avait bien conscience de qui était dans cette organisation. Malgré les nombreux échecs de cette organisation, notamment parce que beaucoup d'agents russes avaient réussi à y rentrer et du coup permettaient aux soviétiques d'avoir un coup d'avance, elle régalait quand même la CIA d'informations vitales et qui permettaient de nourrir d'informations anti-soviétiques les autres corps d'État américains. La CIA fermait du coup délibérément les yeux sur le passé de la Gelen Organization, mais surtout sur ses actions présentes, car elle permettait via la Ratline notamment la fuite de nombreux dignitaires nazis vers les pays d'Amérique latine, et souvent avec le soutien de l'État américain. C'est comme ça notamment qu'a pu s'enfuir Klaus Barbie en Bolivie. Fun fact, en 1956, la Gelen Organization est réaffectée à l'État ouest-allemand. Elle sera renommée la BVD, la Bundesnachrichtendienst, qui est encore aujourd'hui l'agence de renseignement officielle de l'Allemagne. C'est fou, non? Et bien, ce qui est encore plus fou, c'est que la CIA ne s'est pas contentée simplement d'utiliser des informations que les nazis leur envoyaient depuis l'Allemagne. Non, elle a aussi protégé et caché volontairement le passé de certains nazis pour les faire entrer sur le territoire américain. Laissez-moi encore une fois vous expliquer. Parlons alors, mais cette fois un petit peu plus rapidement, d'Otto Albrecht Alfred von Bolschwing, qu'on appellera pour des raisons évidentes à partir de maintenant Otto. Pour te la faire courte, Otto est un très bon membre SS. Il travaillait pour Eichmann, notamment pour faciliter la logistique des politiques génocidaires dans d'autres pays. Il faisait aussi des stratégies pour exacerber les tensions ethniques en Europe de l'Est, pour que les politiques du NSDAP passent mieux. Avec ses skills en gestion et ses connaissances notamment de l'Europe de l'Est, il s'est retrouvé tout naturellement dans la Gelen Organization dont on parlait tout à l'heure. Il travaillait donc tranquillement en Allemagne et fournissait des informations à la CIA, entre autres. Mais en 1950, le ministère de l'Autriche veut mener une enquête sur Otto. Naturellement, Naturlich, elle demande aux services de renseignement américains qui étaient présents au Bavière les dossiers qu'ils avaient conservés du régime nazi. Mais la CIA, dès qu'elle apprend ça, demande que le dossier d'Otto soit retenu parce qu'elle ne veut pas que son passé nazi lui empêche de fournir des informations cruciales pour la CIA. La CIA va donc récupérer les dossiers compromettants qu'ils avaient sur Otto pour les cacher ailleurs, en sécurité. Ça a permis à Bolschwing d'éviter les enquêtes judiciaires et surtout les sanctions qui auraient découlé de son passé nazi à la suite de la guerre. Mais, vous vous en doutez, c'est pas tout. La CIA ira beaucoup plus loin. En fait, ils se rendent compte que les talents de Bolschwing pourraient être utiles ailleurs qu'en Allemagne, notamment sur leur propre territoire. Ils lancent alors une procédure auprès de l'INS, l'Office de l'immigration, qui n'est pas d'accord. Ils sont au courant que Bolschwing a un passé étroitement lié à celui du NSDAP. Mais la CIA va forcer. Elle va cacher toutes les preuves les plus accablantes qu'on pourra avoir contre Otto et ça lui permet d'obtenir un visa. En 1959, elle lui permettra même d'obtenir la nationalité américaine.
Derrière, Bolshevik va vivre une petite vie tranquille avec une femme, des enfants et un travail dans l'import-export, jusqu'à ce que, en 1970, son passé le rattrape. L'intensité dans la poursuite des criminels nazis va augmenter dans ces années et ils vont rattraper Bolshevik. Il va y avoir des actions qui vont être menées contre lui. Comme d'habitude, tout est très long et en 1981, une enquête est officiellement ouverte. On montre son lien avec Eichmann, avec la création de la solution finale, mais ce qui est intéressant, c'est que pendant tout ce procès, la CIA souhaitera rester neutre. Encore une fois, Bolshevik ne peut plus rien leur apporter, il commence à se faire vieux et elle mettra du temps à divulguer ses dossiers. En fait, la CIA va tout simplement se focaliser, et elle le dit, sur le fait de protéger ses propres intérêts et les liens qu'elle avait avec Bolshevik. Bolshevik qui mourra d'ailleurs, comme beaucoup d'autres, avant d'avoir purgé sa peine, puisqu'il mourra l'année suivante, en 1982. On parle de la CIA depuis tout à l'heure, mais évidemment, ce ne sont ni les seuls, ni même les pires. Déjà, évidemment, on retrouve l'équivalent de l'opération Paperclip chez les soviétiques. C'est l'opération Ozoav-Yakim. Mais la NASA, la CIC et beaucoup d'autres entités américaines ont recruté des nazis après la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, pendant un temps, le directeur de la CIA était lui-même un ancien nazi. Du coup, j'aimerais faire pour la prochaine vidéo un sujet spécial sur comment les Américains ont protégé et utilisé des nazis après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est beaucoup plus vaste que simplement l'opération de la CIA. À vous de me dire si ça vous botte. Et du coup, pour le dernier fait historique, c'est toujours un petit peu en lien avec les nazis, mais on va parler de l'opération MK-Ultra. MK-Ultra, tout le monde en a déjà entendu un petit peu parler, etc. Mais plus j'ai fouillé, plus j'ai cherché, plus c'était délirant. Et il y a beaucoup de choses que je pensais même pas possibles, donc je pense que comme moi, vous allez être choqués. En fait, en 1953, au sortir de la guerre de Corée, il y a des Américains qui rentrent avec des idées parfois communistes. C'est très dérangeant pour les Américains qui se disent que les Soviétiques doivent avoir des techniques de manipulation des cerveaux hyper avancées. Mais à cette époque, à votre avis, qui est le directeur de la CIA ? C'est Alan Dulles. En 1953, du coup, la CIA décide de confier 25 millions de dollars à Sidney Gottlieb, qui a carte blanche pour découvrir des techniques de manipulation des cerveaux. Gottlieb est un chimiste notable à la CIA depuis déjà 2 ans et il est occupé à divers projets de guerre secrète et de manipulation mentale et physique. En 1953, il est donc nommé à la tête du projet MK-Ultra. Au début de son processus de réflexion, Gottlieb se pose alors une question simple. Qui, dans l'histoire de l'humanité, s'est déjà demandé comment détruire et remodeler un cerveau humain? Et bingo, évidemment c'est assez frais dans l'histoire, la réponse, les nazis. Les nazis étaient réputés pour utiliser abusément les amphétamines, notamment la pervitine, et c'est ces amphétamines qui ont permis de jouer un rôle crucial dans le fait de tenir les soldats éveillés, notamment pour la guerre éclair, la Blitzkrieg. Hitler était un consommateur d'ailleurs fréquent d'amphétamines, et les opioïdes étaient consommés partout dans l'Empire. Comme on l'a dit tout à l'heure, du coup, les nazis bénéficiaient d'un énorme vivier de cobayes qui étaient non consentants mais disponibles, les prisonniers de guerre. C'est comme ça que les nazis ont pu tester de nombreux produits, et notamment le LSD, dont les résultats fascinent Gottlieb, qui va racheter le stock mondial pour 250 000 $. Il sait qu'il y a quelque chose à faire avec cette drogue, alors il va la tester sur des agents de la CIA, sur des soldats, mais le plus souvent, évidemment, à leur insu. Et ça me fait penser que l'opération Acoustic Kitty tout à l'heure là avec le chat, mais en fait ça correspond à la même période, donc c'était peut-être juste une réunion de 10 agents de la CIA complètement drogués sous LSD, et c'est pour ça qu'ils ont eu cette idée. Bref, pour y revenir, un des soldats qu'on a drogué à son insu était Frank Olson. Voici la photo de lui que j'ai trouvée sur le dossier déclassifié de la CIA sur MK-Ultra. C'est pas très joli, donc voici la photo directement de son Wikipédia. Quand Frank Olson apprend qu'il a été drogué par la CIA, il est bouleversé. Selon la CIA, il devient un élément perturbateur. On peut lire dans le rapport officiel de la CIA que selon les membres de la famille d'Olson et ses collègues, Olson a commencé à se comporter de manière étrange et semblait déprimé. Réalisant qu'Olson pourrait être gravement malade, Gottlieb l'a orienté vers un conseiller psychiatrique à New York. Olson s'est détérioré et ses associés ont décidé de l'envoyer dans un sanatorium près de Rockville, ND. La nuit précédant leur départ, Olson s'est jeté à travers une fenêtre fermée de l'hôtel et a chuté de 10 étages jusqu'à sa mort. Les théories du complot, évidemment, abondent. Qui se jette d'une fenêtre fermée? D'ailleurs, après sa mort, on dira d'Olson qu'il est mort d'une maladie classifiée. Et en réalité, ils n'apprendront les vraies conséquences de son décès que 20 ans plus tard. D'ailleurs, 40 ans après sa mort, il a été exhumé. Et les médecins légistes ont découvert un hématome au niveau de sa tête qui a été réalisé avant sa mort. Mais on n'est pas là pour faire des théories du complot ou de parler de faits qui n'ont pas encore été vérifiés, donc on va avancer sur la suite, qui, dans tous les cas, est beaucoup plus choquante que ça. Écoutez bien, à travers les États-Unis, 149 expérimentations ont été menées, souvent clandestinement, sur des prisonniers et des malades. Je vous en présente une des pires. 7 Afro-Américains prisonniers ont été drogués contre leur volonté 3 fois par jour d'une énorme dose de LSD. Le but était de voir si leur cerveau allait craquer. À votre avis? Eh bien oui, évidemment.
Mais ce qui est le pire, c'est que ce genre d'expérimentation n'a pas été mené qu'aux États-Unis. Au Canada, le docteur Cameron mène pour la CIA une série d'expériences toujours plus horribles. Son objectif est simple. Il cherche à laver le cerveau de ses patients pour pouvoir y introduire de nouvelles pensées. Pour ce faire, il va injecter des énormes doses de LSD à des patients non consentants et il va faire retentir, comme si on était dans Orange Mécanique, des phrases répétitives sur les enceintes autour de lui. Et surprise, les expériences ont très mal fini puisque la plupart de ces patients ont eu des troubles de la mémoire irréversibles. Une autre expérience complètement folle est la suivante. La CIA a intégré des réseaux de prostitution et de maisons closes pour pouvoir droguer contre leur insu des clients qui pensaient qu'ils allaient... Et la CIA observait derrière des vitres sans teint les réactions de ces individus aux drogues. Il existe plein d'histoires comme ça de la CIA avec MKUltra, mais je pense qu'on va arrêter cette vidéo ici parce qu'elle est déjà bien longue pour une première. Ce qu'il faut quand même noter, c'est que la CIA a quand même tenté de détruire la totalité des fichiers qui référaient à MKUltra. Si on a pu en apprendre autant, c'est notamment par l'intermédiaire de John Marks, qui a publié l'ouvrage The Search for the Manchurian Candidate. Ce livre, qui est basé sur des documents qu'on a pu obtenir grâce à la loi sur la liberté de l'information, la Freedom of Information Act, a été publié en 1979. Il développe en profondeur les tentatives de la CIA pour développer des techniques de manipulation mentale pendant la guerre froide. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous avez aimé, je pense que maintenant vous connaissez la chanson, mais comme c'est ma première vidéo, un petit like ou un commentaire sur ce que je peux améliorer est le bienvenu de Fou Furieux. Et si vous voulez me revoir, pensez à vous abonner et mettre la cloche. Tout le monde dit ça, donc je pense que ça a son importance. Merci beaucoup, et puis on se revoit bientôt. Ciao!